Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, où nous allons tenter de décrypter ensemble un mécanisme particulier dans le monde de l'immobilier. Nous allons parler de viager et de viager sous toutes ses formes, puisqu'il y a différentes façons de faire du viager et il y a d'autres mécanismes immobiliers qui se rapprochent du viager que nous allons évoquer également. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux expertes du sujet. Cécile Bouzoulouk, tout d'abord, bonjour, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes gérante immobilier chez Fédéral Finance Gestion. Fédéral Finance Gestion qui est une société de gestion du groupe Crédit Mutuel Arkea. Et pour en parler également, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Sophie Richard, fondatrice et gérante du réseau Viagimo. Bonjour Sophie Richard. On va tenter donc de décrypter ensemble ce que c'est que le viager. On peut peut-être commencer avec vous, Sophie Richard, par définir le viager de manière la plus pédagogique possible. Puis après, on rentrera dans les spécificités peut-être des différents mécanismes. Alors, pour faire simple, parce qu'effectivement, le viager, on pourra en parler de nombreuses heures, mais pour être assez didactique, c'est avant tout une vente immobilière, donc qui va rapprocher un vendeur et un acquéreur. On va distinguer principalement deux types de viager, le viager occupé et le viager libre. D'accord. Le viager occupé est le plus connu, il représente 85 à 90% des transactions. Le vendeur va faire le choix de rester vivre chez lui, d'obtenir des revenus complémentaires. Et l'acquéreur, quant à lui, va faire le choix d'investir dans la pierre, qui reste la valeur refuge des Français, de manière décotée et de manière échelonnée dans le temps. Donc il va acquérir le domicile du vendeur, entre guillemets, mais avec une décote. Et il ne pourra pas y vivre tout de suite. D'accord. Acheter en viager occupé permet à l'acquéreur d'acheter de manière décotée jusqu'à 50 à 60% de la valeur du bien du fait de l'occupation par le vendeur, précisément. Et puis vous avez le viager libre, qui est un peu moins connu, qui est plus rare, mais tout autant prisé, qui va plutôt concerner des acquéreurs qui vont vouloir occuper leur résidence principale ou un pied-à-terre, une résidence secondaire. Et là, le vendeur fait le choix de quitter son logement pour partir en maison de retraite ou pour se rapprocher de ses enfants, par exemple. Et alors, dans ces cas-là, donc on achète avec une décote, il y a un système également de loyer presque versé à celui qui occupe le bien, au vendeur, ou comment ça se passe? Alors, le viager, pour faire simple, en viager occupé, quand un vendeur vend en viager occupé, il ne va pas verser un loyer. Ça veut dire que l'acquéreur et c'est tout l'intérêt fiscal, notamment pour l'acquéreur, c'est qu'il va acheter le bien tout en évitant de percevoir des loyers théoriques. Ces loyers théoriques, c'est la valeur d'occupation qui a été déterminée en fonction de l'âge et du sexe du vendeur, si ce sont des célibataires ou des couples, par exemple. Ça veut dire que l'acquéreur ne va pas percevoir des loyers, il va acheter un bien, par exemple, prenons un exemple chiffré. Si vous avez une valeur vénale de 300 000 euros, avec une vendresse qui va avoir 74 ans, la décote sera de 50%. D'accord. Ça veut dire que l'acquéreur va se positionner sur un bien immobilier d'une valeur occupée de 150 000 euros. D'accord. Les autres 150 000 euros représentent la valeur d'occupation, donc la valeur de loyer théorique, que l'acquéreur ne va pas percevoir. Ça veut dire qu'il n'aura pas de revenus fonciers, notamment à déclarer. C'est tout l'intérêt, l'un des intérêts majeurs du viager occupé, c'est d'éviter la pression fiscale qu'on peut retrouver dans d'autres produits d'investissement, notamment. Parce qu'on a souvent cette image d'Épinal un peu du viager, où non seulement on achète moins cher, mais on verse des sommes d'argent à la personne qui vend et qui occupe le logement. Ça n'existe pas du coup, c'est un autre mécanisme. D'accord, donc je vous comprends mieux. Vous avez alors, en viager occupé, vous allez avoir un vendeur, crédit rentier, qui va la plupart du temps percevoir un bouquet, c'est une somme qui est versée comptant la signature chez le notaire. Et le résiduel de ma valeur d'occupation sera versé sous forme de rente viagère. D'accord, donc si on reprend votre exemple des 150 000 euros, pour le coup, c'est pas forcément versé d'un coup, ça peut être versé avec une partie au début et ensuite sous forme de rente viagère. Exactement. C'est là où il y a deux types de produits, on va dire, sur le marché du viager. Vous avez le viager traditionnel, où vous allez avoir un vendeur qui va faire le choix d'obtenir un bouquet plus des rentes viagères. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de revenus complémentaires pour avoir des aides à domicile, des portages de repas, une femme de ménage, une dame de compagnie, ou alors tout simplement pour sécuriser son conjoint survivant. S'il lui survivait, on a beaucoup de femmes de la génération de nos grands-parents qui n'étaient pas déclarées, notamment quand elles travaillaient. Et on sait que ces personnes-là, si elles peuvent bénéficier de la pension de réversion, ne serait de l'ordre que de 50% et donc n'auraient pas suffisamment de revenus complémentaires pour vivre décemment, son 3e et 4e âge. Donc vous avez le marché traditionnel, bouquet plus rente viagère. Donc soit vous allez avoir un bouquet de 50 000 euros qui sera versé et les 100 000 restants seront convertis en rente viagère toute la vie durant du vendeur.
soit vous avez ces 150 000 € qui sont versés de suite au comptant à la signature chez le notaire. Et ensuite, la différence donc, entre libre ou occupé va surtout dépendre de qui occupe le bien une fois qu'il a été acquis, mais ensuite le mécanisme est le même pour le coup. On part toujours du besoin du vendeur. Pourquoi est-ce qu'il veut vendre un viager? Est-ce que c'est pour rester vivre chez lui où il a tous ses repères et on pourra adapter le logement à une éventuelle situation de dépendance? Ou est-ce qu'il veut quitter ce logement pour partir donc en maison de retraite ou se rapprocher de ses enfants? Cécile Bouzoulou, donc après cette définition du coup assez complète du mécanisme du viager, pour le coup, il existe d'autres montages qui permettent de d'assimiler finalement des mécanismes proches du viager, et notamment on vendrait juste la nue propriété de son logement, mais on en garderait l'usufruit. Oui, alors pour se rapprocher des deux cas que citait Sophie, en fait, nous ne nous intéressons qu'à la partie acquisition où on paye tout en une fois au départ, et ce sous effectivement des formes ou de nue propriété ou juste de droit d'usage. Les différences étant exclusivement juridiques, mais d'un point de vue financier étant tout à fait équivalentes en fait pour le vendeur qui perçoit en une fois l'ensemble des flux financiers qui sont concernés dans le viager traditionnel sous forme de bouquet et rente. Là, c'est en fait le bouquet plus la somme actualisée des rentes. D'accord, donc en fait, il perçoit tout le capital de départ parce qu'il a vendu une partie de son logement, donc ou la nue propriété, ou le droit d'usage. C'est ça, on peut choisir de vendre l'un ou l'autre. Lui, il garde forcément le droit d'usage. Voilà, c'est ça. Il vend la nue propriété. La différence, c'est que s'il garde l'usufruit, il pourra le louer. D'accord. Le jour où il souhaite partir. En cas de droit d'usage, il ne peut pas le faire. Donc, il touche un petit peu plus, en fait, en termes de droit d'usage, puisqu'il n'a pas cette possibilité de louer quand il souhaitera quitter son logement. C'est hyper intéressant parce que là, en fait, on est sur un mécanisme qui sert généralement dans des cas de succession ou transmission de patrimoine. Oui. Donc, généralement, on fait ça vis-à-vis de ses enfants. Et en fait, là, on adapte ce mécanisme, mais pour générer un revenu ou un apport en capital complémentaire. Donc, généralement, quand on est à un âge avancé de sa vie. Oui, alors on s'aperçoit qu'effectivement, la population de seniors qui est intéressée par cette formule-là, elle est plus préoccupée de clarifier son patrimoine ou sa situation patrimoniale que de chercher uniquement des revenus complémentaires. En fait, ça s'adresse à un panel de vendeurs plus important qui n'est pas forcément celui qu'on retrouve dans le viager traditionnel, mais qui est véritablement une recherche d'allocation en fait patrimoniale et de pouvoir à l'avance préparer et sa succession, protéger le conjoint survivant, régler des situations de famille recomposée. On sait qu'elles touchent de plus en plus les seniors en fait et qui permettent de façon avantageuse pour tout le monde de régler ce type de situation. Parce que oui, effectivement, ça revient dans vos deux discours, effectivement, la protection du conjoint survivant. Donc effectivement, avant même de penser à la succession, il faut penser à la personne qui reste. Vous nous donnez l'exemple des familles recomposées, Cécile Bouzoulouk. En quoi ça simplifie? C'est-à-dire que parce que du coup, le domicile sortira de l'actif successoral, mais du coup, en fait, c'est quoi? C'est qu'on a un apport de capital d'un coup qui permet de régler des situations? Dans la situation, pour reprendre, si on doit mettre des chiffres, effectivement, si vous touchez immédiatement entre 50 et 80% de la valeur de votre bien, le bien immobilier qui, à votre départ, se retrouverait en indivision entre différentes personnes que sont vos héritiers, votre conjoint ou autres qui peuvent s'entendre ou ne pas s'entendre. Bien sûr, on ne connaît pas la situation. Là, vous avez une somme d'argent que vous pouvez d'ores et déjà décider d'affecter, que vous pouvez donner immédiatement sous forme de donation ou en termes de succession, pouvoir indiquer en fait à qui va s'adresser cette somme d'argent. L'argent étant beaucoup plus facilement divisible qu'un appartement, ou effectivement, un logement qu'il faudrait par la suite vendre. Dans les faits, on s'aperçoit que dans les successions, la revente du bien familial intervient dans plus de 80% des cas. Donc, c'est comme anticiper en fait cette opération qui se fait du coup avec le temps, la planification, plutôt que de le faire dans l'urgence de la succession.
Alors, il y a deux questions quand on parle de viager, avant de parler effectivement il y a des fonds qui permettent d'investir en viager. Juste avant ça, quand on parle de viager, il y a deux questions qu'on peut se poser. La première, c'est ne suis-je pas en train de spéculer sur, du coup, le décès d'une personne? Je pose la question franchement. Et la deuxième chose, c'est quid des enfants, ou en tout cas des successeurs. Donc là, on a effectivement parlé des situations compliquées où ça pouvait simplifier. Mais parfois, on peut est-ce que les enfants ont leur mot à dire dans cette situation? Sophie Richard, je vous laisse répondre à la question que vous préférez, puis on verra ensuite avec Cécile Bouzoulouk. C'est vrai que les idées reçues et les tabous, les préjugés ont la peau dure et sont même durement ancrés et parfois décriés par certains, mais par méconnaissance. Et depuis quelques mois maintenant, je dirais que les barrières psychologiques tombent, puisque les Français comprennent que épargner une vie entière en vue de subvenir au 3e et 4e âge est devenu inefficace, que notre contexte socio-économique actuel est compliqué, préoccupant, difficile, que notre système de régime par retraite est obsolète, à bout de souffle, et que le viager peut apporter une réponse apaisée à ces problématiques de retraite. Et depuis les dernières actualités, je remonte notamment au projet des réformes de retraite avec les Gilets jaunes, on voit bien que la retraite est source de crainte pour beaucoup, au présent pour les vendeurs et dans le futur pour les acquéreurs. Et le viager va permettre de mutualiser les intérêts de chacun autour d'un bien commun, autour de la transaction viagère. Ce qu'il faut, c'est expliquer en toute transparence ce qu'est le dispositif viager, parce que par méconnaissance, on peut effectivement avoir ces idées reçues. Cécile Bouzoulouk, je vois l'heure qui tourne, donc du coup pareil sur ces idées reçues et surtout sur ce mécanisme d'investir en viager, non pas directement mais via des fonds pour le coup. Alors le point que vous indiquez, c'est que la spéculation, elle s'est faite surtout en cas de rente, puisque l'intérêt financier de l'acquéreur pouvait être de payer le moins possible. Bien sûr. Donc si vous payez en fait en une seule fois, cet aspect spéculatif, en tous les cas financier, disparaît. Et il disparaît encore plus effectivement quand vous achetez au travers d'un fonds, puisque là pour le coup il s'agit d'un placement immobilier auquel vous souhaitez donner du sens, mais il ne s'agit pas d'acheter le bien d'une personne en particulier pour lequel vous pourriez avoir un intérêt particulier, bien encore sûr, une fois, à ce qu'il s'en aille le plus rapidement possible. Donc ça permet effectivement de mutualiser l'ensemble des intérêts et d'arriver à juste une idée de placement en fait sur de la pierre de façon décotée et en aidant les seniors. Donc vous êtes un peu aux confins d'un système vertueux, là pour le coup, contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir. Et alors, Sophie Richard a rappelé un contexte, effectivement, donc, de questionnement sur les retraites, de vie de plus en plus longue et donc de questionnement de niveau de vie donc, sur ces années. Est-ce que on a vu, enfin, est-ce que le viager, la nue propriété suscite un engouement avec tous ces questionnements aujourd'hui ou ça reste méconnu? Non, je pense qu'un véritable marché qui était pour l'instant vraiment de niche sur les dernières années est vraiment en train de naître. Du côté des investisseurs, ça paraît relativement clair quand on voit les collectes qui ont été réalisées en 2021 sur les fonds viagers, qui sont une thématique qui a été très porteuse et très positive. Et du côté des vendeurs, en fait, on a effectivement toute une typologie de vendeurs qui ne s'intéressaient pas forcément aux viagers traditionnels et qui vont s'intéresser simplement à la liquéfaction de leur patrimoine immobilier pour l'utiliser à d'autres fins dont on a parlé, qui peuvent être de faire des donations, d'aider, de voyager. On a vu dernièrement notamment tout un pan de la population qui souhaitait donc vendre en viager sous forme de capital sa résidence principale, pour, notamment dans les grandes villes, pour notamment s'acheter un bien à la campagne. D'accord, pour changer de vie pour le coup. Le confinement ayant poussé à ce type de désir. On a une idée de l'ordre de grandeur de la collecte en 2021 sur les fonds Au global, on est environ à 1 milliard sur 2021. 1 milliard d'euros sur 2021. Oui. Il nous reste quelques secondes. Sophie Richard, vous avez constaté également cet engouement sur ces dernières années? Oui, l'ensemble des agences du réseau, parce qu'on est une trentaine,
agence au sein du réseau Viagimo, sur toute la France, a connu une augmentation de plus de 30% du demande d'estimation, de mise en vente et donc de vente. D'accord. Et c'est vrai que, alors on fait également de la vente en nue propriété. L'idée n'est pas d'opposer la vente traditionnelle et la vente en nue propriété, puisque finalement c'est très complémentaire. Ça va répondre à des besoins spécifiques des vendeurs, mais effectivement il y a un réel engouement, une réelle prise de conscience tant du côté des vendeurs que des enfants également, puisque la grande nouveauté de la crise sanitaire, c'est que les enfants se sont intéressés plus largement, puisque nul ne se résout de gaieté de cœur à placer un parent en EHPAD, surtout quand il ne veut pas. Et l'objectif étant d'apporter des moyens financiers pour les sécuriser et bien les encadrer. Voilà. Et le viager permet, qu'on soit en vente traditionnelle, viager traditionnel ou en nue propriété, de répondre à ces besoins. Merci beaucoup Sophie Richard, fondatrice et gérante du réseau Viagimo. Merci également Cécile Bouzoulouk, gérante immobilier chez Fédéral Finance Gestion. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de Smart Patrimoine. On se retrouve demain à 13h pour un nouveau numéro. En attendant, vous pourrez retrouver le replay, mais également le podcast sur toutes les plateformes de podcast.